De retour sur ce Poitiers eSport Meeting. Bonjour à tous, je suis Fred, votre host de qualité pour cette journée entièrement consacrée au rendez-vous d'affaires sur la thématique de l'eSport. Je vous rappelle que c'est les rendez-vous d'affaires de la Gamers Assembly. Et maintenant, avec un léger petit retard, et j'en suis désolé vraiment, merci encore à vous pour votre patience. La table ronde qui aura lieu jusqu'à 11h30 à peu près, voire un petit peu plus, on débordera certainement, sur le décryptage du marché de l'e-sport. Et avec nous, les intervenants sont présents. Sami Wafeli, le Head of New Business de Freaks for You. Sami, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, ça va très très bien. Franchement, je suis très heureux de retourner un petit peu là au travail, de host ce Poitiers eSport Meeting. Ça fait grand plaisir d'être avec vous en tout cas aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous accueillir aussi à distanciel, malheureusement, Covid oblige, mais à distance, mais dans tous les cas, vous accueillir pour cette table ronde. À tes côtés, toujours là, Bertrand Perrin, donc directeur de Level 256 et Paris Co. Bertrand, comment ça va? Toujours présent? Toujours présent. Ça va Bon, depuis tout à l'heure. alors tant mieux. Audrey Fleury, la co-founder et directeur de Digital Insiders. Audrey, est-ce que tu es avec nous? Je crois qu'Audrey a un petit problème, non? Bon, on reviendra sur Audrey. Elle pourra, je pense, revenir dans la table ronde quand son problème de casque et autres sera réglé. Il n'y a aucun souci. Et Stéphane Rapneau, Video Game Funding et Société Générale. Stéphane, est-ce que tu es là? Yes, bonjour tout le monde. Bonjour à toi Stéphane et bienvenue à vous mesdames et messieurs. Alors en attendant Audrey, donc aujourd'hui table ronde, cette première table ronde de cette journée de Poitiers Sport Meeting, décryptage du marché de l'e-sport. Sami, je te laisse ouvrir le bal et je vous laisse à cette table ronde messieurs dames. Merci Fred, bonjour à toutes et à tous. C'est super sympa d'être là. Ça sera encore plus sympa d'avoir Audrey, mais on va faire sans. Donc merci d'avoir présenté mes invités aussi. Ça me fait super plaisir de vous avoir autour de la table, messieurs, dames. Même si on attend toujours la dame, on va commencer sans plus attendre suite à la restitution avec un sujet assez macro. L'étude économique nous montre que le marché de l'e-sport français est en pleine croissance, que c'est encore une industrie très jeune. On a vu un certain nombre de chiffres, on nous a projeté plein de chiffres, hein. Ça a duré peu de temps et même l'étude de synthèse fait une quinzaine de pages, donc il y a pas mal de choses à process. Mais la première question que j'aurais pour vous trois, vous deux pour le moment, est-ce que ces chiffres reflètent bien la réalité du terrain en 2021 et je ne vais pas être galant, même si le problème de micro d'Audrey me permet de ne pas l'être, mais j'aimerais que Bertrand, tu puisses commencer là-dessus, puisque tu étais directement lié à cette étude avec Level 256. Bonjour à tous, merci Samy sur première question. On était liés, mais en plus après c'est le boulot de Level 256 au quotidien. Nous on accompagne les entrepreneurs, on a une vision au quotidien sur ce qu'est le business, tout ce qui est dev éco et innovation. Donc on a une lecture assez fine de ce qui se fait et non, pour répondre à ta question, pas du tout, les chiffres de 2021 sont pas du tout ceux de l'étude. L'étude, on est sur des chiffres, c'est une étude qui est menée en 2020 mais sur un retour 2019 pour avoir des chiffres consolidés. Donc ça a évolué. Par ailleurs, donc c'était avant la crise sanitaire, donc on a eu une crise sanitaire, donc ça change foncièrement les équilibres, mais il y a quand même des chiffres qui évoluent. Je ne sais pas si tu veux rentrer en détail dès maintenant, mais même sur les levées de fonds, on l'a vu, 2019 c'était 30 millions d'euros, les levées de fonds en France, ça représentait 30 millions d'euros. Il y avait une évolution depuis qu'il y a des levées de fonds, là sur les années qui avaient été identifiées, c'est 2017-2019, c'était 60 millions d'euros, les fonds d'investissement qui investissaient sur l'e-sport en France. Rien que depuis le début d'année, là, on a eu quelques levées de fonds. Il y a eu Powder qui fait 14 millions là au printemps dernier et après côté tu vois côté Paris Co, nous qui avons cette lecture un peu plus régulière, on a pas mal de chiffres qui étaient sur 2020. On a pratiquement plus de 7 millions d'euros de levée de fonds chez les entrepreneurs accompagnés par Level. Donc on voit que les investissements sont là et augmentent plus qu'avant, mais ça correspond à la croissance du secteur. Les levées de fonds étant un peu différents du chiffre d'affaires par rapport à la crise sanitaire où il y a pas mal d'acteurs, notamment événementiels, qui ont été touchés. Donc ça, je pense qu'on n'a pas l'analyse encore sur le retour de crise Covid. Nous, on va essayer de travailler dessus justement sur cette analyse-là, mais côté levée de fonds, il y a encore un intérêt. D'accord, j'aurais bien des questions par rapport à ce que tu viens de dire, mais j'aimerais entendre Stéphane d'abord sur le sujet. Yes, vous m'entendez bien? Très bien.
Écoute, j'ai jeté un œil aux chiffres. Il y a une croissance, il y a une croissance des audiences qui continue depuis des années, mais le chiffre, enfin, faut bien voir qu'on parle de 30 ou 50 ou 60 millions, ça reste quand même des tout petits chiffres d'affaires et qui sont, à mon sens, pas statistiquement significatifs. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une levée de fonds à 14 millions pour que d'un coup, ça fasse plus 30% sur la masse de levée de fonds, quoi. Donc, moi, l'impression que j'ai, c'est que la croissance des audiences est continue et encourageante, mais que ça soit chiffre d'affaires, levée de fonds, on stagne un petit peu, ou on est en croissance beaucoup plus faible que les audiences. Et moi, ça, je l'explique par un business model de l'e-sport qui, globalement, n'a pas changé de manière significative. Donc voilà, on a une profondeur des marchés des sponsors qui est assez stable. C'est aujourd'hui la majeure partie des revenus. Les contrats ne sont pas nécessairement revalorisés ou à peine l'inflation. Et donc aujourd'hui, il faut quand même voir que la plupart des grosses équipes d'e-sport dans le monde sont à la recherche de sources de revenus complémentaires. Et ça illustre bien cette forme de stagnation, quoi. Super, merci. Et juste pour notre auditoire, effectivement, on parle bien de deux choses différentes. L'étude de marché a mis l'accent sur le chiffre d'affaires consolidé au niveau du territoire France. Et là, on parlait des investissements. Les investissements vont avoir un impact sur ce chiffre d'affaires dans les années à venir, mais c'est bien deux choses bien distinctes. Audrey, je crois entendre que tu es de nouveau parmi nous. Oui, bonjour à Super. tous. Bon, bonjour Audrey, c'est parfait, la table est réunie. Est-ce que tu as entendu la question? Est-ce que tu veux apporter un complément à ce que Bertrand et Stéphane viennent d'ajouter? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je voulais compléter sur le fait que moi, je trouve qu'au niveau global, c'est quand même un marché qui est en train de se stabiliser et qui démontre plusieurs éléments novateurs qui inspirent d'autres secteurs et qui sont économiquement difficiles à mesurer. Désolée, je m'entends un peu en écho. Et pour preuve, on a notamment la NBA qui va commencer à diffuser au Brésil via Twitch, via un streamer Twitch. On a aussi des dossiers sponsoring e-sport qui sont du même niveau que ceux qu'on peut retrouver dans le football, par exemple. Donc voilà, je trouve que économiquement, et notamment je rejoins ce que disait Stéphane, on est un peu en retard par rapport au développement de l'e-sport, de son audience, mais aussi du niveau d'innovation qu'apporte l'e-sport à d'autres secteurs. Ok, très bien. Je vais quand même rebondir sur un certain nombre de choses que vous avez dites, même si on ne va pas forcément suivre la chronologie des questions que j'avais. Mais je vais revenir sur ce que j'ai dit brièvement pour expliquer aux auditeurs la différence entre CA et investissement. À tous les trois, c'est une question ouverte. Est-ce que vous pensez sincèrement, et si oui, à quelle échéance, que les investissements qui ont eu lieu depuis 2017 et plus particulièrement ceux de 2019-2020 vont avoir un impact sur le secteur? Est-ce que cet impact va être ciblé? On voit quand même que la majorité du chiffre d'affaires est consolidé au sein des équipes. Est-ce que c'est là qu'on va trouver le relais de croissance ou est-ce que le secteur peut en bénéficier dans son ensemble? Je me lance si tu veux. Ton propos était très juste tout à l'heure, ou même Stéphane, sur les investissements, sur le décalage qu'il peut y avoir. Là, dans l'analyse qui est faite, sur les 60 millions qui sont levés, il y a 34 millions de l'équipe Vitality. Donc tu vois, tu as un acteur qui rafle plus. Il suffit que Vitality fasse pas se lever, on est à 2 fois moins. Et donc c'est clair que les fonds, mais comme le CA, il est tout petit et il faut savoir prendre une vision macro sur ce secteur. Et on sait qu'il y a une croissance, mais on n'est pas tout à fait là-dessus. Et sur les investissements, tu vois, les investissements tels qu'ils sont, sur les équipes, on n'aura jamais un retour à court terme. Les équipes, c'est des choses, les investissements, elles le font sur le long terme, sur la structuration de l'équipe, sur le fait de se staffer, de mettre derrière des structures, parfois de créer des centres d'entraînement, mais parce que c'est aussi une démarche où indirectement, elles ne le font pas toutes seules, elles le font avec les éditeurs, avec les tournois, les ligues qui sont créées. Donc, tu ne peux pas avoir d'investissement à court terme. Par contre, tout ce qui est innovation, on va dire tout le pendant innovation qui se font sur des entrepreneurs, sur des startups, où là par contre, en général, tu as des investissements qui se font par rapport à un service, à un produit, à un usage. L'investissement se fait par rapport à une croissance
du produit, que ce soit en France ou international. C'est les deux types. En général, quand tu fais ton investissement, soit tu es en train de créer ta boîte, soit tu es en train de step up, et que sur ce secteur-là, on va sur l'international. Tu ne peux pas te contenter juste du marché français. Powder, qui est l'exemple, il lève 14 millions, c'est pas pour aller adresser les Français. Powder, ils ont des chiffres, les dernières sur le Covid, ils ont plus d'1 million de téléchargements. La majeure partie de téléchargements se fait sur les US. Dès lors que tu arrives avec ces chiffres-là auprès d'investisseurs, tu dis, moi, ma traction s'est fait sur des users aux US, tu es plus crédible auprès des investisseurs et tu arrives à lever. Mais ça, c'est pour pouvoir développer, aller chercher un marché. Et c'est là où la différence de la France par rapport aux étrangers, quand Audrey elle parle de la NBA, notamment, c'est des bons exemples. Nous, en France, on a des investisseurs, si tu te contentes du marché français, ça va peu fonctionner. Si tu vas aller chercher l'e-sport, c'est un marché worldwide, et si tu sors une solution, et un entrepreneur justement qui sort une solution, il peut faire une première petite levée qui aura, pour tester, essayer son marché en France, je sais pas, j'ai une Nino, j'ai une solution. J'ai plein d'exemples, mais je vais pas monopoliser la parole, mais je pourrais les donner plus tard. Nous, de startups qu'on accompagne chez Level, qui ont commencé et qui adressent sur un marché français, qui permet de tester la solution, et après rapidement ils font une deuxième levée pour aller chercher un marché européen ou un marché mondial, et qui là, c'est des solutions concrètes tout de suite. Tu vois, on a des solutions, il y a FanPrime là, qui vient de travailler avec MCES. MCES a fait ses levées de fonds aussi pour aller installer des centres d'entraînement en Afrique, en Italie, aux US. FanPrime, c'est une solution sur le fan engagement, qui fait que quand le fan arrive et qui est au service des équipes et des gens. FanPrime, ils ont fait un premier tour de table pour lancer la boîte. Là, ils sont en train d'en faire un deuxième qui fonctionne très bien. C'est parce qu'ils sont en train d'aller s'adresser à des équipes asiatiques qui leur ont demandé des solutions, aux équipes américaines. Donc ça, par contre, c'est palpable tout de suite. La solution de FanPrime, elle fonctionne maintenant. Donc si tu fais une levée de fonds avec des solutions comme ça, tu as un retour tout de suite. Sur les équipes, ça va être plus long. Ok, mais la mécanique est la même, et après je laisse la parole à Audrey et Stéphane, on est d'accord. Encore une fois, je veux faire la pédagogie pour les auditeurs. Les investissements vont servir au développement, et in fine, que ce soit sur le territoire France et idéalement à l'export, ce que tu viens d'expliquer, ça aura un impact significatif sur le chiffre d'affaires consolidé de l'e-sport en France, mais beaucoup plus tard. Oui. Audrey, Stéphane? Audrey, je laisse la parole. Attention Stéphane, à ton micro, juste parce que quand tu bouges, on l'entend. Ah, pardon. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Bertrand. Moi, je pense aussi qu'il y a un vrai enjeu à l'échelle européenne, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui des gros marchés comme la Chine, les US, qui ont un marché et une audience qui est parfois beaucoup plus puissante en termes simplement quantitatifs. Il y a plus d'habitants dans ces pays. Donc, je pense que l'Union européenne, de manière globale, et l'Europe a un rôle à jouer aussi en travaillant ensemble pour développer ce secteur et pour justement attirer des investissements étrangers pour toucher ce marché européen. Ok, alors ça c'est un sujet passionnant, et pour ceux qui me connaissent, qui me passionne énormément, l'international, mais je dois absolument recentrer le débat. On parle du décryptage du marché de l'e-sport français, mais oui, pour résumer, je suis entièrement d'accord, le futur va être un affrontement économique, ou peut-être que le terme est un peu trop violent, mais on aura des blocs, on aura le bloc asiatique, on aura le bloc américain, et on doit avoir un bloc européen qui aujourd'hui est beaucoup plus fragmenté que les deux autres continents, clairement. Et ça sera un enjeu, mais on pourrait faire une émission entière sur le sujet. Mais entièrement d'accord. Vas-y Stéphane. Non, mais alors, je pense qu'en plus, là, c'est après une année de Covid, il faut voir que l'industrie globale du jeu vidéo s'est portée super bien. Les éditeurs d'e-sport ont cartonné, et on sait que Riot a lancé 1 milliard de projets dans tous les sens. Et on voit bien que pour eux, les résultats ont été très bons. Et ça contraste un petit peu avec finalement tout le reste des acteurs, que ce soit les organisateurs qui ont souffert sur les événements physiques, les équipes, etc., quoi. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que même si l'e-sport au global va bien si on inclut les éditeurs, ils captent l'essentiel de la valeur. Donc, il reste les autres acteurs, globalement les équipes, les organisateurs, la tech. Le fait d'avoir plein de levées de fonds pour des produits tech permettra éventuellement d'aller débloquer plus de revenus de la part des joueurs, puisqu'aujourd'hui, comparé au sport, le panier moyen d'un amateur d'e-sport est encore beaucoup plus faible. Et donc c'est là où je pense que les investissements sur de la tech peuvent permettre de débloquer des nouveaux business models qui permettront aux autres structures que les éditeurs de faire augmenter leur chiffre d'affaires.
Et donc là, c'est vraiment pour la partie, on va dire, tech. Les équipes, j'ai pas regardé en détail comment fonctionnent les bilans des équipes, mais je pense que même dans le sport aujourd'hui, ça reste globalement des structures avec des marges assez faibles. Et donc là, je rejoins ce que disait Bertrand. Ça peut grossir lentement, mais ça sera pas des business explosifs, quoi. Et c'est pour ça que les VC aujourd'hui investissent quand même plutôt dans de la tech, de l'e-sport, plutôt que dans des équipes. Voilà, donc, et Ouais. les organisateurs, là, je pense que c'est carrément les parrains pauvres de tout le business, parce que on a l'impression que de toute manière, on peut pas faire sans les joueurs, on peut pas faire sans les éditeurs. La tech, on peut faire sans et développer en interne, même si c'est bien pratique. Les organisateurs, et ben là, c'est vraiment la dernière roue du chariot, quoi. Donc, eux ont le plus de mal et ont le plus souffert, logiquement. Absolument, en espérant qu'ils puissent aussi bénéficier du rebond que tout le monde attend. Mais oui, clairement, l'impact s'est fait principalement au niveau des promoteurs ou des actions sur le terrain. En fait, merci pour la transition, Stéphane, parce que je voulais vous amener sur une seconde question à laquelle tu as partiellement répondu. Mais puisqu'on parlait des investissements, qu'on voulait rester sur le territoire France, quels sont, selon vous, les relais de croissance les plus intéressants pour un territoire comme la France? Et là, pour le coup, je voudrais mettre /Europe. Parce que même si ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, on peut aussi raisonner au niveau européen parce qu'on reste quand même un continent assez rapproché, mais avec un focus sur la France. Et du coup, en lien avec ça, quelle sont, vous, l'attractivité des actifs français pour les investisseurs aujourd'hui? Il y en a un peu de l'attractivité. Si tu regardes l'étude là, qui nous était proposée tout à l'heure, on n'a pas trop vu la slide, c'est d'accord, c'est passé vide. Et tu parlais de la note de synthèse. L'étude elle va être publiée, hein, nous qui avons participé, on le sait, et qui étions dans le comité de pilotage, là, à côté des autres acteurs. L'étude, elle va être mise en ligne par la DGE et elle sera accessible soit aujourd'hui, soit demain. Donc les gens pourront les regarder. L'étude complète, elle fait 130 pages ou un peu plus, donc il y a des choses plus fines. Sur tout ce qui est levée de fonds, là, et on va dire d'un point de vue actif côté levée de fonds, il y a un tiers à peu près, il y a 30% de levée de fonds qui étaient étrangères. Aussi parce que quand les étrangers y viennent, c'est que justement nos produits ou services sont plutôt européens ou worldwide. Et l'analyse là-dessus, c'est le fait de se dire effectivement, si on doit les chercher, c'est d'abord un marché européen ou un marché autre. Et quand tu décris les blocs, c'est intéressant. Moi, de mon point de vue, c'est de dire, tu décris l'Asie avec des mastodontes comme la Chine, tu décris Nord-Amérique. On parle de l'Amérique, mais c'est plutôt Nord-Amérique. Et en fait, il y a un relais de croissance pour la France qui est au-delà du marché européen, qui sont des zones où l'e-sport va se développer, commencer à se développer. C'est l'Afrique. Il y a toujours eu des liens importants entre l'Europe et l'Afrique, c'est un marché qui va se développer et il y a des choses à aller faire là-bas. Il y a le Moyen-Orient qui s'y met fortement et tu dis, on a des savoir-faire et la France doit aussi aller chercher ce marché-là. Et il y a l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est. Et ça, c'est des marchés en fait qui sont pas encore. Tout le monde va un peu batailler au niveau mondial, ça va être un enjeu là-dessus. Et tu dis, la France, on va avoir notre croissance interne, faut le faire. Hein, il faut qu'on arrive à continuer à développer, à tester. Dans ce que disait Stéphane sur le panier moyen des joueurs, ouais, effectivement, ça doit monter. Il y a des bonnes éducations, des bonnes pratiques à faire par rapport à d'autres secteurs. Hein. Dans l'e-sport, on est habitué où tout est gratuit, donc il y a peut-être des choses qui peuvent commencer à être réfléchies. Mais par contre, sur des marchés à l'adresser à l'étranger, tu dis pourquoi c'est pas une solution française qui va vendre sa solution en Afrique ou au Brésil. Dans le propos de la NBA sur le Brésil d'Audrey, tu dis mais plutôt que ça soit une boîte nord-américaine qui va présenter sa solution au Brésil, pourquoi c'est pas une boîte française? On peut. Mais c'est en ça que dans l'étude, je trouve que c'est intéressant, qui est souligné, c'est de dire dans l'étude, l'agence souligne le fait que les pouvoirs publics sont investis par rapport aux entrepreneurs, par rapport à l'e-sport français, ce qui est plutôt vrai. Donc, il faut continuer à encourager les pouvoirs publics. Nous, acteurs du secteur, on doit dire aux pouvoirs publics de dire continuez, n'abandonnez pas. Et tout ce qu'on doit faire, que ça soit du secteur amateur comme le secteur business, c'est de se dire continuer. On a des enjeux pour la France, mais il y a des enjeux business. Et ça, je sais que ce soit la DGE, mais le ministère des Affaires étrangères, ils sont sensibles à ça, ils soutiennent les projets, que ce soit les projets associatifs. Hein. Il y a des coopérations France et d'autres pays, et sur le secteur business aussi, de dire il faut qu'on ait la capacité de faire grimper nos entrepreneurs pour qu'ils aillent chercher les marchés émergents. Stéphane? Alors, les relais de croissance, c'est pas. En fait, je pense qu'il y a vraiment. Faut typer selon les types d'acteurs, quoi. J'en reviens un peu toujours à la tech, les équipes, les éditeurs et les organisateurs, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes perspectives, les mêmes business models, le type de marge. Moi, j'ai l'impression que sur les équipes, on est quand même encore dans un marché très local.
C'est-à-dire que pour 3 équipes qui ont une visibilité européenne, voire mondiale, et ben, on a 300 équipes qui sont non seulement soit nationales, voire même régionales, départementales ou au niveau de la ville. Et ça, honnêtement, un investisseur étranger, ça ne va pas l'intéresser, quoi. Sur la tech, vu qu'on est sur une forme de software as a service, par définition, ça peut être mondial. C'est pour ça que dans la levée, une boîte comme Pandascore a relativement bien performé. Il n'y a pas vraiment de barrière géographique. Euh, donc voilà, en France, moi, vu que on en revient un peu aux hommes et aux femmes qui travaillent dans l'e-sport, ils peuvent aller dans tous ces types de structures. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal d'atouts en France. On a un circuit de financement public qui est quand même bien foutu, avec la BPI, des subventions, une attention des pouvoirs publics sur le sujet, et franchement, c'est très loin d'être le cas dans tous les pays. On a des écoles on a des bonnes écoles, on en a beaucoup. On a qui forment non seulement sur, je pense à la Gaming Business School aussi, qui met l'enjeu sur le management, le marketing, qui sont quand même des éléments importants pour réussir. Et on a historiquement on est quand même plutôt un grand pays du jeu vidéo avec beaucoup de gens qui jouent, qui aiment ça, des bons joueurs qui ont performé depuis 25 ans dans le domaine. Voilà. Après, la question, c'est surtout ces bons joueurs, combien il y a d'expatriés, quoi. Euh, voilà. Donc, moi, je dirais qu'on est plutôt bien positionné. Maintenant, je pense que beaucoup des investissements e-sport hors tech restent locaux. Et en France, on n'a pas beaucoup de VC spécialisés sur le sujet, quoi. Donc, il y a les investissements privés peinent à prendre le relais du public, mais ça, c'est uniquement un manque de perspective économique sur le court terme. Super. Et ouais, c'est bien parce que ça permet de rappeler un petit peu les différentes strates d'actifs qu'on peut avoir, et notamment la formation. Et j'ajouterai juste encore un, et après je te donne la parole, Audrey, excuse-moi. Aussi, il faut pas oublier une chose qu'on voit quand on fait de l'international, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choses en France, c'est qu'on a la plupart des filiales des éditeurs aussi chez nous. Et ça joue énormément dans le développement de l'écosystème e-sport, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays. Audrey, excuse-moi, je t'avais coupé. Pas de souci. Non, pour compléter, moi, je pense qu'un levier de croissance, c'est auprès des marques françaises qui sont encore plutôt frileuses à investir dans le secteur. Je pense que ce n'est pas dû aujourd'hui à un manque de connaissance du secteur et de ses opportunités, mais plus à si je décide d'aller dans l'e-sport, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Est-ce que je vais plutôt justement sur des tournois? Est-ce que je vais plutôt sur une équipe? Quel levier d'activation marketing je peux mettre en place et comment je le rentabilise et le valorise en interne? Donc ça, je pense que quand on voit les marques qui investissent l'e-sport en France, et là je parle vraiment de la France, c'est encore des marques soit très endémiques, soit des marques qui ont effectivement une volonté internationale, ou du moins européenne. Donc je pense voilà, c'est un des premiers leviers. Et puis effectivement, le deuxième levier, il est aussi à travers le rayonnement des acteurs français à l'international qui impactent, je pense, la perception de la population française. Là, on a les gamers qui suivent, etc. Mais on a aussi de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce secteur en tant que hobby, avec une vision un peu plus entertainment. Le fait d'avoir certains succès, et là je pense notamment à la Carmine Corp avec le fait qu'ils aient gagné les The U-Masters, voilà, on voit qu'il y a un engouement de personnes qui sont pas forcément des pro-gamers ou des personnes qui avaient pour habitude de suivre ce genre de compétition, qui commencent à s'y intéresser de par la réussite de certaines équipes françaises. Et on l'a vu, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de politiques, et notamment le président, qui ont remercié la K-Corp pour leur performance. Donc je pense que ça va aussi contribuer à embarquer des personnes qui sont moins sensibles et donc du coup à faire grandir le marché. Si je peux me permettre, Audrey, tu me fais penser à un relais qu'on n'a pas vraiment cité, mais
l'e-sport reste encore aujourd'hui majoritairement masculin, et une des différences aussi avec l'Asie, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont intéressées par le sujet en Asie, et aujourd'hui ça reste un peu du pinkwashing, les initiatives sur le sujet, mais voilà, moi je regarde par exemple sur le business du mobile, où il y a 60% des joueurs qui sont en fait des joueuses, et il y a un gros arbitrage à faire pour aller chercher juste une autre moitié du public qui est possible. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tant que tout l'écosystème ne met pas un énorme coup de boost sur les problèmes de toxicité en ligne, là, il y a voilà, des assos comme Women in Game travaillent énormément sur tous ces sujets-là. Là, franchement, on peut quasiment doubler l'audience en évitant de décourager toutes les femmes qui souhaitent s'investir sur le secteur. Et ça, c'est un énorme levier de croissance qui est encore devant nous, à mon avis. Je suis entièrement d'accord. Et là encore, le sujet mérite d'être approfondi, mais il ne nous reste malheureusement que 10 minutes et beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. Donc, je vois déjà que dans ma liste, il y en a certains qu'on va devoir écarter. Je vais revenir sur un sujet qui intéresse pas mal la communauté, qu'elle soit business ou pas. Et j'aimerais vous faire rebondir sur un chiffre en particulier issu de l'étude, et notamment la place prépondérante des équipes dans les entreprises qui emploient, puisque je rappelle, 52% des ETP de l'e-sport français sont dans les équipes. Ça peut être des joueurs comme ça peut être du staff, je précise. Mais comme le précisait aussi Stéphane, il y a beaucoup de joueurs qui sont expatriés. Ne nous cachons pas de langue de bois. Plus les salaires sont hauts, plus les pourcentages d'expats sont importants. Alors que le poids dans le CA consolidé, en fait, au niveau des équipes, n'est que de 25%. Quelle analyse on peut tirer de ce chiffre, enfin de ces chiffres? Ça, c'est très simple. Les chiffres qui ont été pris dans l'étude concernent que les joueurs qui étaient, je crois que c'était que les joueurs qui étaient en France. Mais par contre, ou qui contribuaient, on va dire, au business français, c'était le propos de tout à l'heure. Les équipes, elles fonctionnent actuellement pas avec des chiffres d'affaires, mais avec des fonds d'investissement qui ont investi dedans, avec des levées de fonds. Donc, elles ont de l'argent pour payer des salaires, pour avoir les joueurs. Mais après, sur la création du CA, sur le CA, c'est pas les équipes qui produisent le plus. Ce sont plutôt les organisateurs d'événements, ce sont d'autres sujets, mais pas les équipes en tant que telles. Les équipes, elles ont les salaires des joueurs, mais c'est pas là où il y a le plus de business. Ok, mais parce que justement, il y a tous les organisateurs de compétitions ou même d'autres acteurs, tu vois, qui contribuent au développement de l'e-sport. Il y a les équipes, les emplois sont moindres, mais ils génèrent effectivement de l'argent et de la valeur. Non mais ok, moi c'est un sujet qui me passionne, mais donc je suis obligé de rebondir sur ce que tu dis. C'est presque une provocation en fait. Mais alors dans ce cas, pourquoi investir autant dans les équipes? À quel moment va-t-il y avoir une création de valeur ajoutée proportionnelle à l'investissement massif qui est fait dans les équipes, et où se trouvent les relais par rapport à ce sujet précis? Ça va arriver. Ça va arriver. Je suis incapable de te dire. On est incapable de dire si dans quelques mois, quelques semaines, quelques années. Mais la promesse des équipes, c'est que ça arrive bientôt. Je ne sais plus si c'est Stéphane Audrey qui parlait tout à l'heure du rapport du sport. Le sport, il y a encore très peu de marge. Et dans l'e-sport, il explique la même chose. Mais il y a des relais et des leviers qui peuvent l'être. Il y a encore très peu ou pas de droits audiovisuels. Les équipes, elles n'ont pas encore leur stade ou leur arena qui fait que tu peux générer une billetterie, qui fait que, on parlait de la Carmine Corp, le jour où ils ont une salle à eux et que leurs fans qui les encouragent à fond sur les réseaux sociaux viennent dans un stade, ça te remplit une salle et donc tu peux générer de la billetterie et donc du chiffre d'affaires. Un stade, une équipe de sport, les gens viennent, ils vont aller acheter du merch, ils vont aller consommer dans l'arena, ils vont aller faire des choses et après ils vont peut-être même prendre une adhésion ou une licence dans le club amateur pour dire tiens, je joue dans le club amateur d'équipe que je vais soutenir le week-end dans mon stade ou dans mon arena. Dans l'e-sport, c'est pas ça. L'e-sport, historiquement, c'est physique. Dans les années 70, quand l'e-sport se crée, les gens se déplacent avec les ordinateurs en LAN et voilà. Au début des années 2000, quand Internet se démocratise, l'e-sport a basculé sur du online. Donc c'est facile d'être online, mais ça génère du business qu'indirect, et on en parlait tout à l'heure, le business du online ne va pas sur les acteurs de l'e-sport, ils vont auprès des éditeurs. La majeure partie de l'argent qui est généré online, ça va chez les éditeurs. Dès lors que tu fais un événement physique, là par contre, ça vient dans la poche de l'organisateur ou de l'équipe. Donc quand les investisseurs arrivent, c'est parce qu'il y a une promesse justement, ils viennent pour deux choses, c'est une croissance, un chiffre d'affaires qui est déjà généré sur des activations, des engagements, qu'Audrey rappelait, souvent les marques, elles arrivent, elles savent très peu encore, mais elles doivent aller voir des professionnels pour pouvoir le faire et ça peut fonctionner. Soit autrement, elles investissent, les fonds d'investissement qui arrivent, c'est justement parce que les équipes leur ont donné leur roadmap et en disant voilà où on va arriver dans quelques années. Et ça, les équipes, on doit les aider, mais aussi les pouvoirs publics.
Un stade ou une arena, il y a très peu d'équipes de sport qui sont propriétaires de leur stade ou arena. Souvent, des stades et arénas qui existent. Et donc, c'est là où les pouvoirs publics doivent aussi aller investir. On leur demande pas de construire des arénas de 10 000 places pour des équipes, mais chaque ville en France, et ça, c'est un appel au pouvoir public, devrait être en mesure d'avoir une salle dédiée pour l'e-sport de quelques centaines de places, de jauger par rapport à l'écosystème qu'ils ont chez eux. Mais de la même façon qu'il y a des salles de spectacle et des salles de sport, je suis volontairement si provocateur, Samy, mais de dire les collectivités, à elles de se saisir de ce sujet. Si elles s'intéressent à l'e-sport, construisez des infrastructures. Il faut des infrastructures. Et là, après, ça va générer aussi du chiffre d'affaires. Moi, je m'inscrirai en faux sur un certain nombre de choses, mais je le ferai que si j'ai le temps. Non, je veux entendre Audrey et Stéphane, mais notamment sur la partie Internet qui ne génère pas forcément de la valeur. Moi, je pense que c'est un manque de créativité au niveau des équipes et que les modèles économiques peuvent être beaucoup plus mix que tu ne le dis, mais encore une fois, c'est pas à moi d'animer le débat. Donc, Audrey, vas-y. Oui, alors pour compléter, moi je pense qu'effectivement sur le web, et notamment on l'a vu avec Twitch ou le live streaming, il y a des possibilités d'innover et de mettre en place une monétisation qui permettrait aux équipes de engendrer plus de revenus. Mais surtout, je pense qu'il faut aussi le connecter, par rapport aux chiffres que tu mentionnais, Samy, il faut aussi le connecter à l'état du marché. C'est-à-dire que là, on est en train de faire des investissements et donc c'est normal que ces investissements consomment de l'argent mais ne montrent pas encore des résultats financiers. C'est quand on prend n'importe quelle entreprise, quand on réinvestit dans l'entreprise, le CA a tendance à baisser parce qu'il y a plus de charges. On le voit notamment avec les équipes qui justement investissent dans du staff, que ce soit pour faire des activations marketing, que ce soit des locaux. On l'a vu avec Vitality qui a investi dans Paris avec des locaux. Donc on est dans une phase d'investissement, ce qui pour moi explique aussi en partie ces chiffres qui devraient, une fois que ces investissements sont aussi un peu rentabilisés, ou en tout cas commencent à générer des revenus, on devrait avoir un chiffre qui va gagner, en tout cas ce revenu de la part des équipes devrait monter en puissance dans les années à venir. D'accord, merci Audrey. Alors, Stéphane, je suis désolé, il nous reste très peu de temps, mais je veux t'entendre aussi sur le sujet, vas-y. Ça va être très rapide, c'est l'emploi passion. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui donnent de leur temps et c'est beaucoup de jeunes passionnés payés au lance-pierre. Donc je ne sais plus combien il y a de centaines d'équipes en France, mais voilà, il n'y a pas de modèle économique pour l'essentiel et donc pas vraiment de salaire en face. J'aurais aimé terminer sur une note plus positive, mais on fera avec en tout cas. Non, il y a plein de choses positives à garder. Si tu dois, vas-y, je te laisse lancer une conclusion. Mais en fait, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est que ce que dit Audrey, on est sur une phase d'investissement. Donc c'est pour générer et augmenter. Et la promesse, elle est là-dessus. Mais tous les acteurs, et là dans l'étude, c'est dur à rentrer. Ça se ressent un peu. Mais tu vois, quand l'agence elle a interrogé les acteurs, tu vois que les acteurs ils ont quand même le bon chemin en tête, ils ont compris qu'il fallait se restructurer. Tu vois, les équipes qui ont fait des levées, elles sont allées regarder pour aller comment augmenter le chiffre d'affaires. Elles sont de plus en plus staffées pour aller proposer des activations intéressantes aux marques et aux sponsors. Donc c'est pour ça que les marques ont tout intérêt à venir et que parfois, s'ils n'ont pas la créativité avec leurs agences, la créativité, les équipes pourront leur donner parce qu'elles commencent à se staffer avec ça et elles sont très bien. Et qu'après, les acteurs, ça fonctionne. De la même façon que les pouvoirs publics s'y intéressent et pour l'instant, il n'y a pas de pouvoirs publics qui sont désengagés. Donc la note, elle est si, il y a une note positive. Nous, on est critiques, on est au quotidien dessus. Mais c'est positif. L'étude, elle est positive et pour le futur, justement. C'était plus dans les propos que dans l'étude en elle-même, mais j'ai bien compris où tu voulais aller. En tout cas, c'était super. Il nous aurait fallu 1 heure de plus. Franchement, merci, mesdames, messieurs. Fred, on te rend l'antenne, sauf si tu nous laisses encore 1 heure de plus, et auquel cas, on continue. Samy, ça aurait été avec un énorme plaisir, tu le sais, non dissimulé. Malheureusement, je suis obligé de reprendre l'antenne. Merci à vous tous. Dans tous les cas, je vais vous retrouver d'ici quelques minutes, puisque maintenant, après cette petite pause de 2 minutes, on se retrouve avec Stéphane Rappeneau, avec cette mini interview. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous après cette petite pause. À de suite.